Les vacances pour les membres du gouvernement. Le travail reprend ce matin après près d'un mois de vacances. Une reprise marquée par le Conseil des ministres qui s'est tenu ce matin au palais présidentiel. On y revient dans ce journal. Le Gabon, toujours dans l'attente des résultats de la présidentielle du samedi dernier, suspense et inquiétude dans les différents QG, ceux du président sortant Ali Bongo et de son rival Jean Ping. La commission électorale poursuit, elle, ses travaux. On s'intéressera également dans ce journal à cette rencontre qui a lieu en ce moment à Grand-Bassam autour de la lutte contre les cancers. Pathologistes anglophones et francophones y participent. C'est à l'occasion de la 10e conférence scientifique annuelle. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. Je vous le disais tantôt, le travail reprend ce matin pour les membres du gouvernement. Reprise marquée par un conseil des ministres qui s'est tenu ce matin au palais présidentiel. Vous le voyez sur ces images. Conseil présidé par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Les gros chantiers du développement ont donc redémarré, ce après 27 jours de pause. Et on reste au palais présidentiel pour évoquer l'audience accordée par le président Alassane Ouattara au vice-président de la SFI, Société financière internationale, c'était hier. Philippe Ouérou a réitéré la volonté de la SFI à appuyer le secteur privé et c'est avec Awa Touré qu'on en parle. La Société financière internationale SFI, filiale du groupe de la Banque mondiale, veut stimuler les investissements privés en Côte d'Ivoire. À Abidjan, depuis le 29 août, le vice-président exécutif de cette institution financière est venu faire au président de la République Alassane Ouattara le point du soutien de la SFI à l'amélioration de l'environnement des affaires et à l'appui au secteur privé ivoirien. Un programme qui a pour cible les petites et moyennes entreprises avec un accent particulier sur les femmes chefs d'entreprise. On a décidé d'accroître les investissements de la SFI en Côte d'Ivoire. Donc on a fait un petit tour sur de différents secteurs, en particulier l'énergie, mais aussi le secteur de l'agribusiness et d'autres, comme on a fait avec le gouvernement. Et en fait, c'était plus une volonté des deux côtés de porter cette collaboration qui marche très bien au niveau supérieur. Il y a aussi finalement le travail qu'on fait ensemble sur la continuation des réformes de l'environnement des affaires, qui est très important. Il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits, mais dans ce domaine, comme vous savez, il faut toujours continuer à améliorer cet environnement des affaires. Notons qu'en 2015, la SFI a mobilisé environ 9 000 milliards de francs CFA au profit du secteur privé au niveau mondial, en vue d'accroître la capacité de ce secteur à participer aux efforts de lutte contre la pauvreté. L'actualité en Côte d'Ivoire est également marquée par le limogeage de Mamadi Diané, conseiller spécial du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Il a été démis de ses fonctions pour ingérence dans l'élection présidentielle du Gabon. La présidence de la République, dans un communiqué, a condamné cet acte d'ingérence et a réaffirmé sa ferme volonté de mettre tout en œuvre pour préserver les liens d'amitié et de fraternité qui existent entre les deux pays. Le Gabon, toujours dans l'attente des résultats de la présidentielle de samedi dernier, suspense et inquiétude dans les différents QG du président sortant Ali Bongo et de son rival Jean Ping. La commission électorale poursuit, elle, ses travaux. Et justement, sur place au Gabon, Thomas Guessombi est l'envoyé spécial de la RTI. Thomas Guessombi, que nous avons en ce moment en ligne. Dites-nous Thomas, les résultats se font attendre, le suspense dure. Quelle est la situation qui prévaut en ce moment à la commission électorale? Merci Michel. Les Gabonais attendent toujours, mais je dois dire que le ciel gabonais, au propre comme au figuré, se dégage, sans doute signe perfectible de ce que
tout un peuple sera délivré dans les minutes, les heures qui suivent. Effectivement, depuis hier, 19h, 7h d'Abidjan et 20h ici, la Commission électorale nationale autonome permanente s'était réunie à son siège, à la place de la démocratie, mais en vase clos. La Commission a donc travaillé toute la nuit avec quelques pauses. Et ici, à la télévision nationale gabonaise, le communiqué qui passe, c'est que la commission électorale devrait, comme cela est arrêté depuis fort longtemps dans la procédure, devrait remettre ses résultats au ministère de l'Intérieur, qui devrait l'annoncer dans les heures qui viennent. Mais dans les rues, c'est beaucoup plus de calme. La circulation en termes de transport en commun a peut-être baissé. Tout le monde attend toujours que les résultats soient donnés pour que les commerces, pour que les Gabonais qui aiment bien vivre puissent sortir massivement. Mais nous observons et on attend toujours. Il y a quand même quelques signes qui indiquent que d'un moment à l'autre, nous aurons les résultats de cette élection qui aura vraiment crispé la vie politique ici au Gabon. D'accord, Thomas, vous avez rencontré certainement quelques Gabonais. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Comment est-ce qu'ils attendent ces résultats? Les Gabonais sont heureux, dans leur majorité, de vivre cet épisode de la vie politique de leur pays. Et tout ce qu'ils souhaitent aujourd'hui, tout le monde fait toujours référence à la Côte d'Ivoire en termes de crise. Et les Gabonais qui ont suivi ces crises, la crise ivoirienne et bien d'autres crises à travers les médias, ne souhaitent pas que leur jeune démocratie, ne souhaitent pas que leur pays, qu'ils aiment jalousement et qu'ils protègent, puisse sombrer dans une crise qui retarderait non seulement l'avancée, le développement du pays et qui pourrait aussi jouer contre les acquis. Donc tous les Gabonais, que ce soit d'un camp ou d'un autre, tout ce qu'ils souhaitent, que tout se fasse dans la transparence, que le vainqueur soit reconnu comme tel et que le vaincu reconnaisse aussi sa défaite et que la démocratie gabonaise puisse continuer. Donc les deux principaux candidats qui sont attendus ont chacun leur QG, que ce soit au charbonnage, au QG du candidat de l'opposition Jean Ping, tout comme au jardin botanique, le QG du président sortant Ali Bongo. Il y a des partisans qui attendent et qui sans doute s'apprêtent à célébrer, chacun selon les résultats qui viendront peut-être porter leur champion à la tête du pays pour les 7 prochaines années. Voilà, merci Thomas Guessambi. Thomas Guessambi, envoyé spécial de la RTI au Gabon, qu'on retrouvera certainement dans les heures qui suivent pour nous donner donc plus ample information par rapport donc à la situation qui prévaut en ce moment au Gabon. Retour à Abidjan, ce mercredi 31 août est également marqué en Côte d'Ivoire par le démarrage du recrutement au CP1. Les inscriptions se déroulent du 31 août au 9 septembre et c'est sur toute l'étendue du territoire national. Je vous conduis à présent à Touba, c'est certainement pour assurer une bonne rentrée scolaire aux élèves des villages de Gouana, Soukourala et de Boni, et dans le département donc de Touba, au nord-ouest de la Côte d'Ivoire, que l'ONG IRC vient d'offrir 2 écoles primaires à ces 2 villages. L'action s'inscrit dans le cadre du contrat de désendettement et de développement C2D. On en parle avec Eve Boué. À Gouana Soukourala, un village de la sous-préfecture de Fungbesso, dans le département de Touba, l'école, née de la volonté de la communauté il y a 4 ans, est en proie à des difficultés avec des infrastructures inadéquates et insuffisantes. Plus de 100 élèves apprenaient à lire et à écrire dans ces constructions précaires. Ce n'était pas facile avec du papeau lorsqu'il pleut. C'est vraiment la boue. Mais les enfants ont fait avec. Même son de cloche à Bouni, un autre village de la sous-préfecture de Touba. Enseignants et apprenants travaillent dans des conditions déplorables depuis 3 ans. Aujourd'hui, c'est jour de fête et de réjouissances populaires dans ces 2 villages. Grâce au contrat de désendettement et de développement C2D signé entre la France et la Côte d'Ivoire, l'ONG International Rescue Committee
offre 2 écoles flambant neuves pour chacun des villages. Chaque école, d'une valeur de 37 millions de francs CFA, comprend un bâtiment de 4 salles de classe, y compris une classe maternelle plus une coursive, un bureau directeur, un magasin et 2 blocs de latrines, le tout équipé en table-banc. Un projet exécuté avec l'implication de toute la communauté dans toutes les étapes, avec une sensibilisation sur des sujets importants. Nous avons mis l'accent sur la scolarisation des filles et sur l'éducation comme moyen de protection des enfants. Et un troisième volet très important, l'implication des parents dans la scolarisation des enfants. Une action saluée par l'ensemble des autorités, des élus, des acteurs du système éducatif et des cadres. Ce projet, qui vise à favoriser l'accès à la scolarisation de tous les enfants de la région du Bafing, concerne la construction de 11 écoles primaires sur les sites des écoles communautaires. Mettre définitivement un terme à la situation confuse qui règne dans le domaine du foncier rural. C'est cette nécessité qui a motivé l'avènement d'une loi sur le domaine foncier rural en 1998. Plus d'une décennie après, l'anarchie prévaut toujours dans la gestion du domaine foncier rural, en cause notamment le mauvais usage des droits coutumiers, la prolifération des transactions illégales ou encore l'inapplication de la loi de 1998. Mahama Traoré et Abiba Dambélé Saoué se sont penchés sur le sujet. Regardez. Nous allons renforcer votre droit à la propriété foncière rurale en intégrant dans la nouvelle constitution les dispositions de la loi relative au foncier rural qui prévoit que la terre ne peut appartenir qu'à l'État, aux collectivités territoriales et aux personnes physiques ivoiriennes. À cet effet, nous avons décidé, en Conseil des ministres, de la mise en place de l'Agence foncière rurale à Fort, afin d'accélérer la délivrance des titres de propriété. C'est l'une des annonces fortes du dernier message à la nation du président de la République, Alassane Ouattara, la création prochaine d'une agence d'exécution dédiée à la sécurisation du foncier rural, un domaine regroupant l'ensemble des terres cultivables situées en zone rurale. Selon les estimations, le domaine foncier rural du pays représente environ 23 millions d'hectares de terres, un potentiel agricole dont la gestion, durant plusieurs décennies, par les droits coutumiers, a débouché sur une situation foncière confuse, marquée par une prolifération des transactions illégales et des conflits récurrents. Pour mettre fin à une telle anarchie, une loi sur le domaine foncier rural voit le jour en 1998, loi qui connaîtra des difficultés de mise en œuvre en raison de la crise sociopolitique des années 2000. Ce qui était prévu à l'origine, c'est qu'il y ait des campagnes d'explication dans tous les départements de la Côte d'Ivoire, mais également des campagnes de sensibilisation dans toutes les sous-préfectures et dans tous les villages. Et la réalité est que ces opérations d'explication, de sensibilisation n'ont pas pu se faire véritablement. Il y a également que les procédures sont perçues comme étant complexes et longues. Après la crise post-électorale de 2011, le gouvernement Ouattara prend en main la question foncière. Dans cette dynamique, un séminaire gouvernemental est organisé en juin 2012 à Yamoussoukro. De nombreuses décisions y seront arrêtées. Le positionnement du droit au cœur de la question foncière, la prise des textes d'application complémentaires et leur mise en œuvre, la délimitation et la sécurisation des terroirs villageois, la libération des terres illégalement occupées dans les forêts classées, parcs, réserves et aires protégées, le renforcement de l'engagement de l'État dans la réglementation foncière, notamment en matière de transactions foncières, de purge des droits coutumiers, de constitution de réserves foncières au profit des projets sociaux et par la promotion de la politique de l'aménagement foncier par les entreprises privées agréées. La réduction des lourdeurs administratives, la sensibilisation des populations en vue de l'application effective des dispositions législatives et réglementaires prescrites, la réduction et la simplification de la procédure d'obtention des titres, l'amélioration de l'accès à la justice
et la célérité des procédures de règlement des conflits. L'érection du stéliona en infraction. Le stéliona étant la fraude consistant à vendre ou à hypothéquer un même bien à plusieurs personnes ou à vendre un bien dont on n'est pas propriétaire. Ces nombreuses décisions vont sonner le déclic dans la mise en œuvre de la loi sur le domaine foncier rural. Pour preuve, de 39 certificats fonciers délivrés entre 1999 et juin 2011, le bilan actuel est de 3018 certificats fonciers délivrés. Une avancée notable que l'État veut consolider avec l'opération de délimitation des territoires de village. Ce avec le concours financier de ses partenaires au développement. Ainsi, la Banque africaine de développement prendra en charge la délimitation de 1761 territoires villageois, 1740 au compte de l'Union européenne via le Trésor public ivoirien et 1210 pour l'Agence française de développement à travers le contrat de désendettement développement. Nous avons la carte de la Côte d'Ivoire avec des départements, des sous-préfectures, des régions qui y sont dessinées. Mais tant que cette opération de délimitation des territoires du village n'a pas été menée à bien, tout cela reste artificiel. Ce que je veux dire en clair, c'est que si on a un problème entre un village A qui appartient à une sous-préfecture et un village B qui appartient à une autre sous-préfecture, les données qui sont disponibles sur la carte ne peuvent pas permettre de régler ces problèmes-là. Donc c'est l'opération de délimitation des territoires des villages qui va permettre de connaître les vraies limites des villages, mais également les vraies limites des sous-préfectures, les vraies limites des départements, les vraies limites des régions, ainsi de suite. L'avènement prochain de l'AFOR, la délivrance accrue des certificats fonciers, la vulgarisation et l'application effective de la loi de 1998, sans compter l'opération en cours de délimitation des territoires villageois. Autant d'initiatives qui marquent la détermination de l'État à résoudre définitivement l'anarchie dans la gestion du domaine foncier rural. La cohésion sociale et la paix durable sont à ce prix. Voilà, et on change complètement de sujet pour s'intéresser à cette rencontre qui a lieu en ce moment à Grand-Bassam autour de la lutte contre les cancers. Des pathologistes anglophones et francophones y participent. C'est à l'occasion de la 10e conférence scientifique annuelle et c'est Ami Sissoko qui nous en parle. C'est jusqu'en 2014 que j'ai commencé à voir les signes. Par des saignements, j'ai fait le traitement à l'indigène, mais à chaque fois ça revenait. Et je suis allée voir mon gynéco. Il a prévu faire un test, quoi. Et j'ai amené ça au labo. C'est après le résultat du labo que j'ai su que c'était le cancer du col de l'utérus. C'est l'examen anatomopathologique qui a permis à cette dame de savoir qu'elle souffre du cancer du col de l'utérus, le deuxième cancer de la femme après celui du sein. En Côte d'Ivoire, cet examen ne se fait que dans les 2 seuls services d'anatomie pathologique des CHU de Treichville et de Cocody. Il y a plusieurs moyens de diagnostic. Vous avez l'imagerie, c'est-à-dire le scanner IRM, mais le diagnostic pour permettre le traitement, c'est l'anatomie pathologique. C'est-à-dire c'est l'examen au microscope qui va permettre de dire voici la cellule qui est en train de se cancériser. Et ça, c'est un élément important. Puisque sachant cela, on a aujourd'hui des médicaments qui sont orientés, qui sont dirigés sur la cellule qui se cancérise. Mais c'est nous qui disons, voici la cellule qui se cancérise. Aujourd'hui, pour améliorer la prise en charge des cancers, le professeur Isidore Mouenou Diomandé, à la tête de la Société ivoirienne de pathologie, reçoit ses pairs anglophones et francophones. Ils sont membres de l'Académie internationale de pathologie. Cette 10e conférence scientifique annuelle, une première dans un pays francophone, la Côte d'Ivoire. L'objectif, c'est de favoriser l'intégration, la formation, les échanges entre les anglophones et les francophones pour la formation et puis le diagnostic des pathologistes, ce qui va nous permettre vraiment d'être plus utiles à nos systèmes de santé. C'est la première fois qu'on tient dans un pays francophone dans le but de créer un réseau entre les pathologies francophones et les pathologies anglophones et aussi aller vers la fusion des 2 sociétés. Ces pathologistes viennent d'Afrique, du Canada, des États-Unis et de l'Europe. 4 jours d'échange d'expériences, de partage et d'enseignement sur les cancers de la prostate, du sang, du sein, du col de l'utérus et sur l'urologie.
Cancer in itself, it's a very, very huge disease. Le cancer aujourd'hui est un problème de santé publique qui affecte essentiellement les jeunes filles en âge de procréer, essentiellement le cancer du col de l'utérus et ensuite le cancer de la prostate chez les personnes âgées. Ceux qui s'occupent du cancer en Afrique ne sont pas organisés, donc il faut d'abord venir créer une collaboration entre les pathologistes, créer des centres de traitement pour pouvoir prendre en charge ces personnes qui ont été diagnostiquées et surtout développer des mesures efficaces pour la prévention. On a eu la participation d'un pathologiste canadien qui nous a instruit sur les nouvelles données du Gleason, c'est-à-dire la classification des cancers. Ce sont des connaissances qui sont actualisées et pour la prise en charge des cancers. Ça nous permet de faire un bon diagnostic et surtout une bonne classification parce que ce sont des classifications qui ont une valeur pronostique. Le cancer peut apparaître à tout âge. Certaines causes sont liées à l'âge ou à l'hérédité. C'est le cas du cancer du sein, de la prostate et du pancréas, entre autres. D'autres sont liés au tabac, à l'alcool, au surpoids, à l'alimentation déséquilibrée, à l'exposition aux virus, aux bactéries et aux produits chimiques. Selon l'OMS, en 2012, 14 millions de nouveaux cas de cancer ont été enregistrés, dont plus de 8 millions de décès dans le monde. On parle communication à présent. Depuis le 25 août dernier, les sessions de soutenance des étudiants en licence et en master de communication et de télécommunication de l'ISTC ont débuté. Cette deuxième session marque la fin de l'année académique. C'est ce que nous dit notre reporter Franck Quadieu qui a suivi pour vous quelques séances. 16 sur 20. Mention très bien pour Ferdinand Kouakou, étudiant en master professionnel option télécommunication. Depuis le jeudi 25 août, la deuxième session des soutenances a débuté à l'ISTC, Institut des sciences et techniques de la communication. Moment d'évaluation avec son lot d'émotions. Dans l'ensemble, ça a été bon parce que j'ai eu beaucoup le soutien de mon directeur de mémoire à qui je dis merci. Ils sont 250 étudiants à soutenir leur mémoire de licence et master. Eliane, en licence option journalisme, peut souffler après son temps de passage. Le thème, c'est la place du sport dans la grille des programmes de Radio Côte d'Ivoire. Voilà, étant ici à l'ISTC, j'ai fait une spécialité radio. Et heureusement, la télé m'a ouvert les portes dès la fin de l'ISTC. Et donc, je suis entrée au service des sports. Ce travail-là, j'ai voulu parler un peu du sport, mais à Radio Côte d'Ivoire. Des étudiants et des parents satisfaits. Plus de la moitié des inscrits a déjà soutenu. Certains en attente disent être optimistes. Je soutiens tout à l'heure à 15h. J'ai travaillé sur les fonctions sociales et pharmacologiques de la noix de cola. Cette deuxième session de soutenance en 2016 marque la fin de l'année académique. Le délai de rigueur est fixé au 3 septembre. L'Institut des sciences et techniques de la communication ISTC, devenu Polytechnique cette année, effectuera, notons-le, sa prochaine rentrée académique dans le mois de novembre. Le président de la République, chef suprême des armées, a procédé à la nomination de nouveaux chefs de corps à la tête de plusieurs bataillons du pays. Vous le voyez en image. À Boaké et à Daloa, ces nouveaux chefs de corps ont été installés par le général de brigade Gaoussou Soumaoro, commandant des forces terrestres. Et avec Serge Koléa, on évoque à présent cette session de formation de femmes membres d'ONG. Elles ont été formées à la gestion de PME. La gestion administrative et financière d'une association ou d'une PME n'est plus un secret pour les femmes membres de l'ONG Etomignan. Elles viennent de bénéficier d'une formation dans ce domaine. Une initiative de la présidente de cette organisation non gouvernementale, Sopoudé Diakité Gaté. Pendant 2 jours, ces femmes opératrices économiques pour certaines ont pu avoir des rudiments sur 7 éléments clés de la gestion. Qu'est-ce qu'une association? Comment tenir la comptabilité? Comment organiser les activités? Comment motiver les membres? Le plan d'action? Les attributions du personnel? Les membres de l'ONG Etomignan ont pu avoir les rudiments pour mener à bien les actions de leur ONG qui se fixent comme mission de lutter contre la pauvreté, d'œuvrer à l'autonomisation de la femme, à la prise en charge des enfants, des femmes et des personnes du 3e âge. Pour la présidente, cette formation permettra aux femmes de disposer des ressources nécessaires afin d'être des leaders partout où elles seront.
Elle les a exhortés à continuer à poser des actes de développement dans le département de Biancoumane, précisément dans la sous-préfecture de Gwanto-Gouiné. Plusieurs femmes leaders ont apporté leur soutien aux membres de l'ONG Eto Maignan. Comme action menée par cette ONG, on peut citer la sensibilisation dans la lutte contre Ebola et la participation à la réussite de l'audience foraine dans la sous-préfecture de Mans. L'ONG Eto Maignan entend poursuivre ses actions pour le bien-être des enfants et des personnes du troisième âge. À Agboville, c'est une société coopérative de produits agricoles qui fait parler son cœur en faveur des populations. Elle a offert à celle-ci plusieurs infrastructures. C'est en tout cas ce qui ressort du bilan de l'exercice 2015-2016 de la dite société Onogin Anugori. Nous en parle. Plus de 3000 kg de cacao commercialisés et un chiffre d'affaires de plus de 3 milliards de francs CFA réalisé au titre de l'exercice 2015-2016. C'est le bilan de la campagne d'une société coopérative de produits agricoles installée à Agboville. Grâce aux revenus, la coopérative a fait construire des écoles et logements pour enseignants ainsi que d'autres actions de portée sociale pour les populations. Plus on a pu construire cette école-là, les élèves sont heureux et les élèves vont à l'école. Aujourd'hui, nous allons avoir des cadres. Il y a Ouégué aussi, l'école qui est en grande construction, en pleine construction. Et nous allons en construire encore pour aider les paysans et aider les enfants des paysans, car les enfants doivent en bénéficier et aller à l'école pour devenir des futurs cadres. Au vu des résultats réalisés, l'équipe dirigeante a été reconduite. L'autorité préfectorale qui a présidé la rencontre a félicité les membres de la coopérative et exhorté les femmes présentes à créer des plantations de cacao et d'EVA au même titre que les hommes. Des infrastructures également pour les populations du Hambol et c'est à l'initiative de l'Association pour le développement de Nidieka. Ne pas tout attendre de l'État. Faire en sorte que chacun s'implique dans le développement de sa localité. Voici ainsi résumé la vision de l'ADENI, l'Association pour le développement de Nidieka, sous-préfecture du département de Niakara. Créée en 1976, cette mutuelle aura contribué à l'érection du village en sous-préfecture en 2006. Elle est présente également à travers des actions sanitaires et scolaires. Le premier château d'eau de la localité est l'œuvre de l'ADENI qui s'inscrit également dans le reprofilage des routes de la sous-préfecture. La cerise sur le gâteau est incontestablement une cité pour régler le déficit de logements dans cette jeune sous-préfecture. 9 logements sur 20 sont déjà disponibles. Régulièrement, les membres de l'ADENI se retrouvent en assemblée. Cette année, quitus a été donné à Drissa Koulibaly pour continuer les actions à la tête de l'ADENI après un bilan positif. Un nouveau mandat qu'il place sous le signe de la confiance. Lorsque des populations font confiance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez été transparent, vous avez posé des actions allant dans le sens des besoins des populations. Et je pense que c'est un signe de confiance que nous devons améliorer. L'amélioration des conditions de vie des populations de Nidieka s'accentue également avec l'eau. La sous-préfecture passe de l'hydraulique villageoise à l'hydraulique urbaine. Une bonne nouvelle qui ne viendra pas seule, tant l'ADENI veut atteindre le développement. Et dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, précisément à Gagnoa, l'actualité est marquée par la 13e édition du Festival du riz. On y va avec Éric Goré. Le riz local au centre d'une manifestation dans la région du Gor. Les populations se sont retrouvées autour de cette denrée alimentaire très consommée en pays bété. Cette consommation régulière du riz par le peuple bété n'est pas un fait du hasard. Selon l'histoire, le riz est venu d'Issia. Il semble que c'est un pigeon qui a porté une gerbe de riz dans son bec et qu'il a laissé tomber à Gagnoa. Quand quelqu'un l'a vu, il a laissé pousser. Quand ça a poussé, ça a donné beaucoup de tiges. Et puis il a récolté et il en a fait une culture qui est devenue ce que nous mangeons aujourd'hui. Pendant cette 13e édition du Festival du riz, des concours culinaires, des présentations de plusieurs variétés de riz, dont le Globlosaka, cette variété de riz qui prend de l'ampleur. Et des danses ont été les grandes articulations qui ont meublé la cérémonie. Selon les initiateurs, cette tribune sert à promouvoir la culture du riz
et aboutira plus tard à une autosuffisance alimentaire en matière de riz en Côte d'Ivoire. Le riz pousse partout en Côte d'Ivoire. Si tout le monde se met à produire, même individuellement son riz qu'il va consommer, nous allons diminuer l'importation. Le représentant du ministre de la Culture, parrain de la cérémonie, n'a pas dit autre chose que d'encourager les organisateurs dans cette initiative. Il y a ce côté positif, n'est-ce pas, qui doit être vu. C'est ce côté-là qui permet donc à la population d'être autosuffisante en riz. Les initiateurs du Festival du riz souhaitent faire de la riziculture une activité hautement rémunératrice pour le riziculteur. Ne dit-on pas que le succès de ce pays repose sur l'agriculture? Vous l'avez dit, Eric Goré, et c'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur la RTI.